Alors, bienvenue à ce deuxième épisode de Soyons chiens sur le sujet du bien-être animal. En fait, là, on va traiter d'un sujet qui est un petit peu plus sensible, disons. Et j'ai vraiment voulu en discuter avec vous parce que vous faites justement le toilettage comportemental qui a pour but principal le bien-être de l'animal. Mais on veut se poser la question justement, c'est quoi le bien-être animal de façon générale? C'est quoi les différentes perceptions du bien-être animal également? Alors, sur ce sujet un petit peu, des fois sensible et qui peut être un petit peu plus émotionnel, c'est pour ça qu'on en profite avec un petit verre de vin comme ça. Je vous souhaite la bienvenue. Ben, Alors, merci. merci beaucoup à Marie, comme ça, d'être présent. Et Yannick aussi. Et voilà. Alors, si vous désirez juste vous présenter rapidement euh, pourquoi vous êtes dans le domaine animalier et vous faites bien sûr, c'est ça, vous êtes connu pour le toilettage comportemental art au poil, TCAP, qui a pour fonction principale d'assurer le bien-être de l'animal. Pourquoi cette approche-là? Pourquoi cette vision-là? Alors, qu'est-ce qui vous a lancé là-dedans? En fait, moi, ça fait déjà 33 ans que je suis dans le domaine canin. Donc, en éducation canine, j'ai connu l'autre versant, on va dire, il y a 33 ans, il n'y avait pas les méthodes sans intimidation en renforcement positif. Puis, bon, au fil du temps, j'ai rencontré des personnes, j'ai eu la chance de travailler, pas de travailler, oui, j'ai travaillé aussi dans des zoos, parcs d'animaux, à faire de l'imprégnation avec des animaux sauvages, ce qui m'a mis en contact un peu plus avec l'enrichissement qui était en développement dans les zoos. On parle des années 2000, là, au début, là, fin 90, début 2000. Et j'ai embarqué dans le renforcement positif. On n'était pas beaucoup au début des années 2000. On savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec ça, mais on avait l'impression que c'était bien. Et ça a été confirmé par la suite. Ensuite de ça, donc, je travaillais sans intimidation en renforcement positif. Puis Marie-Claude est venue avec Jack et Charlie, qui est venu prendre des cours. Et c'est à ce moment-là que Marie-Claude était déjà dans le domaine du toilettage et elle m'a approché en me demandant est-ce que je constate que je vais la laisser détailler ce bout-là, mais grosso modo, elle m'a dit, je constate que les toiletteurs manquent d'outils parce qu'ils ont à attacher des animaux, des chiens, des chats, ils ont à les contentionner, mais j'ai l'impression qu'il manque d'outils. Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on regarde ça ensemble puis qu'on développe des outils pour eux? Exact. Puis, à l'époque, quand je donnais des formations, moi-même, ayant vécu de la détresse, moi-même, en toilettant les chiens, à l'époque, j'aimais les chiens énormément, puis j'avais l'impression que les chiens, à l'époque où je le faisais de façon classique, j'avais l'impression parfois que les chiens avaient peur de moi ou qu'ils étaient récalcitrants à venir me voir. Pourtant, je les aimais bien et je devais les contentionner pour éviter de me faire mordre, puis je trouvais que c'était difficile. Des fois, je finissais mes journées en pleurant. J'étais dans l'énergie du chien, c'est-à-dire qu'on se transmet, hein, il y a une forme de symbiose, il y a quelque chose qui se produit, ou de la synchronicité. Quand le chien est hyper nerveux, hyper stressé, ça a des répercussions sur notre propre état d'être. Donc, je finissais mes journées hyper ébranlée, en fait. Donc, plus tard, quand j'ai pris la décision de faire ça différemment, puis j'ai commencé à faire de l'enseignement et tout ça, j'allais dans différents salons, puis je pouvais noter des manquements, des choses qu'on avait besoin d'aller chercher comme outil, dont le côté comportemental, entre autres. Puis, ça a été notre projet. On a remis tout en question. Puis là, après, on s'est fait dire, c'est impossible à faire, c'est utopique. Fait qu'on s'est dit, on le fait. Et on a décidé de transformer un salon complet avec une approche comme ça. Ça fait 18 ans qu'on travaille sur le projet. Je pense qu'on est rendu à 19. En tout cas, on n'est pas loin du 20. On va dire 18, c'est ça. Puis on en a fait une certification officielle pour démarquer justement ceux qui se disent toiletteurs comportementaux, mais qui n'ont pas nécessairement une approche éthique.
de ceux qui ont cette approche-là. Puis ça fait en sorte que les certifiés, ben, ils ont une mise à jour à faire à tous les temps de mois, en fait. Et ensuite, donc pour être à jour, parce que nous aussi, on se transforme, puis nous aussi, on est en formation continue. Puis aussi, on a décidé de faire cette certification-là parce que si jamais, par exemple, on a quelqu'un qui fait de l'hybride avec le travail, ben peut-être que ça va venir à nos oreilles, c'est sûr, puis on va pouvoir jaser avec elle, puis la personne ne pourra pas se représenter comme donnant des services T4. Et quand tu parles d'hybride, c'est... Ben, En fait, le toilettage comportemental, il y a des gens présentement qui s'affichent toiletteur comportemental parce que ils sont gentils avec le chien, parce qu'ils prennent le temps. C'est au-delà de ça. Il faut avoir des connaissances sur la modification comportementale, les connaissances de base, puis des connaisses avancées aussi en lecture de comportement, en lecture de langage corporel du chien. On va au-delà des signaux d'apaisement. Il y a aussi les déplacements, les directions dans lesquelles l'animal se met, à quelle vitesse il revient. On va dans le détail à ce point-là. Donc, c'est très au-delà que de donner des friandises puis d'être gentil avec le chien. C'est vraiment, il y a une technique derrière ça. C'est pour ça qu'il y a une certification. Et pour être capable d'identifier les vrais toiletteurs comportementaux de ceux qui se disent toiletteurs comportementaux, un petit peu comme qu'on voit dans le domaine canin. Puis on voit beaucoup que vous avez commencé avec des connaissances et des notions qui sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Vous avez commencé avec une vision, je suis pas mal sûr, dès le départ, vous vouliez bien faire. Vous étiez bien intentionné, vous aimiez les animaux. Mais, comme tu l'as dit, tu as commencé avec des techniques de dressage. Comme tu l'as dit, tu as commencé en contentionnant le chien. Moi-même, dans mes débuts, je me rappelle, je travaillais en boutique pour animaux, où est-ce qu'à cette époque-là, on vendait des animaux sur place. Et j'avais aucune formation, aucune connaissance dans le domaine. J'ai un petit husky chiot avec lequel je jouais, tout ça dans le magasin. Et le chiot husky m'a mordu. Ce qui est très normal pour un petit chiot husky qui est en train de jouer comme ça. Et l'employé qui, par rapport à moi, avait plus de compétences et de connaissances, me dit, il t'a mordu, tu dois le mordre pour lui montrer que c'est toi le boss. Ne sachant pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. OK, je lui mords l'oreille pour lui montrer que c'est moi le boss. Le petit husky a chigné, il est parti, puis il a plus voulu jouer avec moi là-dessus. Mais je voulais pas mal faire. Ouais. Et c'est ça. Et on voulait bien faire. J'aime les animaux. Et j'ai mordu l'oreille d'un chien pour lui montrer que c'est moi le boss. Voilà, on a la révélation maintenant. Et voilà. Et ça m'est arrivé dans mes tout débuts. Et j'ai quand même la chance que ce soit produit là. Parce que après cet événement-là, j'ai continué dans le domaine un peu animalier, j'ai suivi des formations sur la bonne utilisation du collier étrangleur. J'ai suivi des formations sur l'utilisation du collier électrique, des choses comme ça. J'ai jamais eu l'occasion de pratiquer avec ces techniques-là parce que j'étais encore en formation. Heureusement. Jusqu'au jour où je suis pour la première fois une formation chez Éducateur, une conférence d'éducateurs, où Daniel commence avec toute la liste des références scientifiques sur lesquelles il se base pour présenter ça. Et j'ai fait « Wow! » Il y a une approche scientifique, j'adore la science, et j'ai vu que ça s'appliquait également au comportement, pas juste dans les concepts. Avant d'aller dans le domaine de l'animalier, moi, je m'en allais en physique. Donc, j'ai changé complètement de voie là-dessus. Mais je me suis rendu compte que je pouvais appliquer la même rigueur scientifique auprès des animaux. Et c'est en partant de ça que j'ai développé un petit peu de techniques qui répondent à ce que je voulais dès le départ, soit le bien-être des animaux, c'est en ayant une approche, une rigueur scientifique un petit peu. Mais ça m'est arrivé, moi, dans mes débuts. Ouais. Ça, cette petite claque-là dans le visage. Toi, ça t'a pris combien de temps à faire ce switch-là,
Ce changement-là. Écoute, j'avais pas la possibilité au début de faire le changement parce que c'était pas... Ça n'existait pas, c'est ça? Exactement. Donc, en 1990, la première formation que je suivais, c'était quand même... Il y avait un changement. En fait, avant ça, il y avait beaucoup le choker, le collier électrique, l'hélicoptère avec les gros chiens, avec le choker, des trucs comme ça, là, des trucs vraiment de fou, là, que, bon, le chien, il écoutait par contre, mais il écoutait de peur. Mm-hmm. Fait que malheureusement, ça donnait des résultats, donc les gens continuaient à utiliser ça. Moi, quand j'ai commencé, c'était une nouvelle vague qui était... là, au lieu de tout le temps les choquer, on les dominait. On devenait le chef de meute, OK? Je parle de 1990, le chef de meute. Confiance. OK? Fait que c'est pour dire, on est en 2024. 1990, c'est un peu révolu maintenant. 34 ans. Quand on entend parler encore de ça, là, on a passé bien des niveaux, en tout cas. Donc, ça m'a pris, pour répondre à ta question, ça m'a pris un bon 8 ans certain. Puis, c'est avec les formations continues que j'ai suivi une formation de clicker en 95. J'ai trouvé ça bien le fun, mais je savais pas trop quoi faire avec ça. Fait que c'est resté en stand-by pendant quelques années, en fait. Quand Joël Dehas a dit Oui. vous pouvez laisser votre chien dormir dans le lit, monter dans le lit, c'est ça? En fait, Attention, là, il y en a qui... Ouais, c'était... Ouais, définitivement. En quelle Là, année, on ça? parle au début des années 2000, c'était dans le Chien Posium et Joël Dehas qui venait à toutes les années. À un moment donné, dit, vous savez, le chien peut embarquer sur le canapé, puis ça dérange pas. Et tout le monde est tombé en bas de la chaise. On a fait, bon, d'où les chiens vont nous dominer maintenant. La planète des chiens. Et on pensait pas qu'en renforçant des comportements puis en ayant un encadrement, qu'on pouvait avoir un très, 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 très bon résultat, même mieux. Ouais. Parce que si le chien fonctionne par peur, il bloque dans d'autres situations. Ça l'amène des effets secondaires psychologiques, mais physiologiques aussi. On n'en tient pas compte parce que ça arrive plus tard, ça. Tout comme l'humain. Il y en a plusieurs. On pourra en faire la liste plus tard. Mais, tu sais, on parle de bien-être animal. C'est tellement relatif. Mais c'est ça. C'est tellement relatif d'une personne à l'autre parce que dans le temps... Vous, justement? Dans le temps, justement, quand j'étais à utiliser des méthodes aversives, je justifiais des méthodes que, évidemment, qu'on ne fait plus maintenant, comme de donner un bon coup de genou dans le poitrail du chien pour pas qu'il saute. Puis les gens aimaient pas ça. En fait, ça se fait encore. Oui, malheureusement. Malheureusement. Mais je veux que les gens comprennent que ça devrait plus se faire. C'est ça. Moi, dans ma tête à moi, c'est plus dans le répertoire, évidemment, depuis longtemps. Mais dans le temps qu'on faisait ça, c'est que les gens, des fois, ils voulaient pas. Ouais, mais je vais faire mal à mon chien, ou il le faisait pas assez fort, puis le chien pensait qu'il voulait jouer. Là, je faisais, là, il faut que tu le fasses plus fort, tu sais, pour saisir le chien. Puis il aimait pas. Puis là, je le démontrais. Là, le chien arrêtait. Mais eux, ils aimaient pas ça, faire ça à leur animal. Mais moi, je leur disais, attends un peu, là, s'il arrive un enfant, j'avais tout le temps un justificatif. Puis, il faisait « Ah, OK », et il le faisait. Et on le faisait dans le but du bien-être animal, dans le sens qu'on voulait qu'il soit bien éduqué, on voulait qu'il ait des bonnes manières, on voulait pas qu'il s'en aille dans un refuge, on voulait... Fait que la perception, si on parle du toilettage comportemental, beaucoup de toiletteurs vont forcer des chiens à l'extrême. À l'extrême, on parle, il y a des cas de mort, puis il y a des chiens qui ont les yeux globuleux, les yeux peuvent sortir de l'orbite. C'est grave, là. C'est toute une contention, il faut que le chien soit stressé. Mais il y a des toiletteurs qui vont, pour des griffes, qui vont forcer à l'extrême pour défaire des motons, des nœuds. Quand on parle de motons, c'est des nœuds près de la peau, pour couper des griffes qui sont rendues longues. Mais ça, c'est pas justifié parce que le tort qui est fait lors de cette contention-là, même si elle n'est pas longue en temps, le niveau de stress, il a quand même monté dans le tapis. Puis c'est pire que de passer 2 semaines avec les griffes longues le temps qu'on l'entraîne. Il y a des solutions de toute façon. Donc, on est là pour les solutions. Oui. Et, pour moi, les critères de bien-être, il y a le bien-être physiologique. Donc, respecter
les amplitudes naturelles du chien, son centre d'équilibre, respecter... il y a des chiens qui ont des sensations, des sensibilités au niveau de la colonne vertébrale, tout ça. Il faut être à l'écoute quand on travaille en toilettage avec eux. Il y a des chiens qui ont des positions qu'ils ne peuvent pas garder longtemps, sont inconfortables. Un autre chien, il va être bien couché, mais un autre chien, ça sera assis. Il y a des chiens qui s'assoient... Puis, bon, ils s'assoient avec la patte sortie parce qu'ils ont besoin de mettre leur poids de côté. Il y a le temps passé, par exemple, dans une position, puis on compense pour lui donner de l'équilibre, pour lui qu'il puisse travailler dans l'autre position aussi, pour qu'il soit confortable et non pas rester pendant 10 minutes toujours sur 3 pattes. Ça, c'est du bien-être physiologique, là. Les amplitudes, monter la patte au-dessus de l'épaule, c'est pas une amplitude normale pour un chien, mais c'est souvent ce qu'on voit en coupe de griffes. Trop avancé, ça déséquilibre le Trop chien. avancé. Regardez la griffe pour être capable de la couper, puis que le chien est rendu comme ça. Le chien a des bonnes raisons de bouger des fois. On penserait pas. Les détails qu'il y a quand même dans... J'essaie de repenser des fois les coupes de griffes que j'ai faites, je suis comme... J'ai-tu poussé à ce niveau-là? Puis juste les... Bon, on s'en rend pas compte. C'est ça. Puis des fois, on s'en rend pas compte. C'est assez subtil comme ça, mais ça vaut la peine d'avoir de bonnes formations quand même pour voir ces petits détails-là. Ouais. Parce que juste l'intention, tous les humains qui travaillent avec des animaux ont une bonne intention de bien-être animal. Tout le monde veut leur bien, sinon ils ne travaillent pas là-dedans. Mais... c'est très relatif d'une personne à l'autre. Moi, j'aurais envie de dire le bien-être animal. Je pense que si on est capable de bien lire l'animal, c'est lui qui va être le mieux placé pour nous le dire. C'est vrai. Je pense, si on pose la question à n'importe qui, est-ce que vous vous souciez du bien-être animal? La réponse va être oui. Mais ensuite, effectivement, c'est relatif pour chaque personne. Et il y a beaucoup... Il y a deux aspects un peu. Il y a qu'est-ce qui est considéré comme étant le bien-être et du mal-être. Et des fois, il y a les justificatifs de pour atteindre le bien-être, il faut tout ça. Et des fois aussi, il y a une certaine forme de dissonance cognitive, de se cacher un peu les yeux de je sais que ça c'est mieux, mais je veux pas, ou je me ferme, ou quand ça fait des années. Toi, ça fait 8 ans. Pendant 8 ans, tu as intervenu justement en utilisant les techniques de dressage et probablement, oui, que tu as causé du tort à des animaux à ce moment-là. Moi-même, lorsque je travaillais en boutique pour animaux, j'adore la vente et je vendais beaucoup de produits, d'outils comme des grosses... ah oui, pour garder. Comment que ça s'appelle déjà? Les bacs à litière, super simple comme terme que j'avais oublié, les bacs à litière électroniques, comme ça, c'est pas bon pour les chats. Mais moi, c'était la grosse chose chère, comme ça, en boutique. On l'avait en boutique, j'ai aucune connaissance, ça se vend pas. Je m'étais mis comme objectif, comme défi de les vendre. J'ai vendu 3 litières électroniques dans le premier mois, comme ça. Alors, j'ai dû scraper des divans de personnes, de même en causant des problèmes de pipi en litière. Alors, j'ai moi-même causé du tort à des animaux par des recommandations que j'ai données comme ça, mais j'ai jamais eu cette intention-là de causer du tort, causer tout ça. Et souvent, une des plus grosses différences cognitives des fois qu'on voit dans le domaine, c'est justement ça, c'est on veut bien faire. Je connais aucun éducateur, dresseur ou comportementaliste qui veut mal faire. Mais quand ça fait des années et des années qu'on intervient auprès de l'animal de la même façon, si au bout de 8 ans, j'arrive du jour au lendemain et je te dis « ce que tu fais, c'est mal et tu fais du mal aux animaux comme ça, qu'est-ce que tu vas me dire? » Moi, j'ai été chanceux parce que le renforcement positif, on l'a développé en fait. On était des précurseurs, donc ça n'a pas été le changement graduel. Et voilà. C'est ça. Parce que ça s'est fait sur plusieurs années, là, quand même. Mais il a fallu que tu aies l'humilité de te dire OK, il faut que je fasse ce changement-là. C'est un gros travail d'humilité. De changer des habitudes aussi. Et à ce moment-là, on ne savait pas où on s'en allait. On se faisait déjà lancer des tomates. On se faisait appeler les nananeux.
de Ouais, chiens. les tenues de gâterie, les Oui, c'est bonbons. ça, les dynamis des animaux, puis des trucs comme ça. Puis, bon, c'est pas ça qui nous a arrêtés, là. Mais en toilettage comportemental aussi, on se fait ramasser de temps en temps, mais c'est correct. Mais par contre, sans savoir qu'est-ce que c'était pour donner. Maintenant, là, on le sait, au moins, on sait que ça peut donner du bon résultat, puis tout ça. Puis, oui, c'est un petit peu embêtant. Puis, tu veux aller... Moi, ça m'attirait à cause de ça. La relation avec l'animal est complètement différente. Puis on voyait, là, je voyais, moi, à travers les expériences que j'ai eues, des lions qui se font donner des injections avec un consentement. Si on fait ça avec un lion, avec un killer whale, ça le dit dans son nom, hein? Un orque. Il y a mon ami Willy, c'est cute, mais dans la vie, les orques, ils tuent des phoques. Donc, c'est un animal qui est quand même que c'est assez difficile d'y faire une soumission dans le fond du bassin. Et ils réussissaient, je ne sais pas si ça se fait encore, là, à ce moment-là, il y avait des spectacles avec les animaux aquatiques puis tout ça. Et si on réussit avec un killer whale, pourquoi on ne réussirait pas avec notre animal de compagnie qui dort sur le canapé à côté de nous autres? Ceux qui volontairement viennent, hey, viens me faire ma piqûre, ça me tente comme ça. C'est incroyable. Et justement, ça partit avec ces animaux sauvages-là, avec des animaux forts et puissants, parce qu'on ne peut pas faire autrement avec eux, autre que les droguer ou de les affamer jusqu'à ce qu'ils soient maigres, tout ça. Un animal puissant qui est relativement en bonne santé, tu ne peux pas le forcer, tu ne peux pas le contraindre. Alors, si on a développé des techniques qui sont efficaces pour les entraîner, qui sont pas mal plus difficiles à entraîner que nos chiens qui sont domestiqués depuis 30 000 ans. Alors, des animaux qui vivent avec nous depuis 30 000 ans, on serait pas capable de les entraîner aussi bien et facilement que des animaux qui ne sont pas domestiqués, qui peuvent nous tuer comme ça. C'est sûr qu'il y a toujours on a la démonstration assez présente que c'est faisable. Oui, tout à fait. Et on a parlé des résultats. Quand on parle de bien-être, là, on est dans le comportement. Souvent, les personnes, quand ils ont des interventions comportementales avec les animaux, que ce soit pour le toilettage, que ce soit pour régler un problème de comportement, ils veulent des résultats. Même quelqu'un qui ne consulte pas, mais qui a juste un chien ou les chats, les personnes les entraînent un petit peu moins, mais un chien à la maison, ils veulent les entraîner pour avoir des résultats. Est-ce que le résultat justifie de faire outre du bien-être animal ou est-ce que choquer un chien, c'est justifié pour son bien-être parce qu'on en a besoin à ce niveau-là? Qu'est-ce qui est prioritaire entre le résultat et le bien-être? En fait, le résultat, on l'a dans les deux façons de fonctionner, mais avec le renforcement positif. Puis si on respecte les limites du chien, si on s'en tient à le motiver, à l'encadrer, parce que c'est pas juste donner des friandises puis que le chien peut faire ce qu'il veut. Puis souvent, j'aime pas ça parce qu'on fait le parallèle. Ouais, mais les enfants, ils ont été trop gâtés. C'est différent. On peut motiver des comportements puis avoir un encadrement. L'encadrement, c'est de la constance. C'est que ça. Et le résultat va y être. Mais le résultat, ce qui arrive, c'est que dans certaines situations, l'intimidation peut donner un résultat plus rapide. Dans certaines situations, parce que dans d'autres, ça va être le renforcement positif qui va avoir le résultat plus rapide aussi. Mais les gens vont s'accrocher là-dessus parce que culturellement, encore là, il y a un plus gros bagage de punition juste au niveau de la société, ça change aussi. Il y a un plus gros bagage de punition avant, donc ça devient comme un réflexe. Moi, je le vois en éducation canine, les différentes générations, les boomers, ma génération, les nouvelles générations, on n'est pas en même place, là. Les jeunes, le renforcement positif, ils embarquent là-dedans, puis c'est comme plus naturel. Il y a quand même un changement qui se fait progressivement, mais au niveau du résultat,
Avec le renforcement positif, c'est que tu as le comportement, mais tu as aussi l'état de bien-être du chien dans le quotidien. Il y a question problèmes psychologiques, les effets secondaires de l'intimidation et physiologiques. Puis la relation de confiance quand tu aimes ton animal, nous, il est arrivé, il y a Marcel, un de mes chats, qui est arrivé au mois de décembre puis qui avait une patte de cassée. Marcel, on l'appelle Marcel Escobar parce que Marcel, il aime d'amour, Marcel, ou il veut te tuer. Donc, il est capable de mordre, puis il fait des trous quand il mord. Donc, quand c'est arrivé, il est en douleur. Marcel ne peut pas comprendre si je veux le déplacer ou quelque chose. Lui, il subit de la douleur. Il ne sait pas, je fais ça pour son bien. Je m'attendais sincèrement à me faire mordre. J'ai vraiment une bonne relation avec Marcel. Je l'ai entraîné pour ses griffes. Puis, juste pour dire comment il est particulier, Marcel, il y a des fois, je vais commencer à faire ses griffes. Il y a des fois, je vais faire 2 griffes. Puis je fais « OK, c'est assez ». Je laisse une petite pause. Il vient me revoir, je vais continuer. Ou des fois, je peux faire la patte en entier. Mais malgré qu'il est entraîné, il a son caractère. Mais si on reste dans ses limites, tout se passe bien. Puis là, il fallait que j'aille au-delà de ses limites parce qu'il y avait de la douleur. Je répète, c'est un animal. Il ne sait pas que je fais ça pour son bien. Lui, il est couché, il a déjà mal. Puis là, moi, j'approche, puis j'y fais encore plus mal. C'est son interprétation à lui. Il faut faire de l'empathie un peu. Et à partir de là, comme je dis, je m'attendais de me faire mordre. Et non, il a vraiment chialé, là, parce qu'il y avait... Puis j'ai réussi à le changer de place, puis il n'a pas fait de tentative. Moi, ça m'a impressionné de voir à quel point ça m'a touché, de voir à quel point il me faisait confiance, cette relation-là. Fait qu'avec un chien, oui, on parle de performance, je veux un bon rappel, on peut l'obtenir avec le renforcement positif. La même chose, peut-être même plus fort un coup que c'est fait. Sans intimidation. Sans intrusion, ne pas être intrusif avec l'animal. Puis aussi répondre à ses besoins essentiels. Mais pourquoi, si on a la possibilité de le faire autant en entraînement en renforcement positif qu'en le forçant, si les deux fonctionnent pour arriver au résultat, pourquoi on choisirait un ou l'autre? Est-ce que tu parles d'éducation ou de toilettage ou les deux? Les deux. At large. Parce que on voit le parallèle avec l'éducation qui a commencé en positif avant le toilettage. Encore là, il y a une question de culture, il y a une question d'éducation de la population. Donc, les gens demandent de plus en plus, moi j'ai vu toute la progression, demandent de plus en plus le renforcement positif. Moi, les gens qui m'appellent, la plupart du temps, c'est ce qu'ils veulent avoir. Quand je m'affiche, parce que j'affiche mes couleurs, je leur dis, on va travailler en renforcement positif, on va utiliser de la nourriture et on ne va pas utiliser d'intimidation. Donc, si quelqu'un veut travailler au choker, au collier électrique, je suis pas là pour lui, il va aller ailleurs, puis c'est tout. Donc, en affichant mes couleurs, souvent, les gens me disent, oui, c'est ça que je cherche. En toilettage, c'est moins connu encore. Et en toilettage, étant donné que c'est une intervention qui est faite par un étranger, qui est spontanée, c'est court, c'est là que ça se passe pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis après c'est terminé. Puis le chien ne revoit pas le toiletteur avant le prochain rendez-vous. Donc, à cause de ça, on doit prendre un certain temps pour prendre contact avec l'animal. C'est la moindre des choses. C'est un petit peu comme avec l'enfant chez le dentiste, qui vont faire visiter la salle, qui vont le faire asseoir, puis qui ils vont faire rencontrer le dentiste. C'est un minimum, OK? Ce qui se faisait pas avant non plus. Moi, j'ai vécu un dentiste qui est venu pour me piquer, puis je me rappelle, je devais avoir 4 ans peut-être. Puis j'ai eu peur, j'ai tenu son bras. Puis je me rappelle juste de sa barbe, puis il m'avait crié dessus, il m'avait dit « C'est dangereux, j'aurais pu te crever un œil avec ma seringue, puis tout ça. »
Et là, t'as juste encore plus peur. Il m'a piqué après, puis j'ai pas bougé. Ça a fonctionné, son truc. Ça marche. Mais la fois d'après, par exemple, j'ai pu retourner chez le dentiste. Donc, on voit que ça change chez les êtres humains, puis ça s'en vient. Puis nous, on veut contribuer à ça, puis on demande aux professionnels, aidez-nous, on le fera pas à deux. Aidez-nous, on vous invite, on va vous donner de la formation. Faut éduquer les gens, faut que les gens sachent qu'est-ce qu'il y en est, puis que les soins peuvent se donner. On peut apprendre aux chiens à se faire toiletter, à recevoir des soins. C'est pour ça qu'on a lancé un défi aux éducateurs. On est là pour eux. S'ils veulent apprendre à faire proférer les soins de base de toilettage, puis apprendre c'est quoi le bien-être biologique, c'est quoi qui est nécessaire en fait, être capable de faire la part des choses entre un toilettage esthétique qui est beau, mais qui répond pas nécessairement aux besoins biologiques, et un toilettage esthétique qui est beau, mais qui répond aux besoins. Mais là, je veux juste ouvrir une parenthèse. Marie fait allusion au cours de ESAP, qui est, s'il y a des gens qui veulent aller voir un peu, là, c'est sur le site de artaupoil.com. Le cours de SAP qui s'adresse aux éducateurs canins, on va leur montrer du toilettage, les bases de toilettage. En fait, c'est pas pour qu'ils deviennent toiletteurs. Non. Je veux pas qu'on fasse peur aux éducateurs qui disent, bon, ben moi, de toute façon, je ne l'ai pas toiletté. Pas le toilettage. C'est dans le but de connaître c'est quoi le toilettage pour être en mesure d'apprendre aussi comment faire la désensibilisation avec les outils, puis tout ça, puis c'est quoi les contraintes, c'est qu'est-ce qui se passe si on essaye tel ou tel truc, pour qu'eux puissent ensuite l'enseigner dans leur cours, puis ils peuvent avoir un cours à part, ça leur emmène plus de cordes à leurs arcs, et faire en sorte que ils puissent transférer au toiletteur T4 par la suite. Fait que les gens connaissent déjà cette approche-là, et quand ils arrivent chez le toiletteur T4, il y a déjà un travail d'amorcer. Mmh. Puis même, il y a des éducateurs qui ont parti dans leur centre des parcours de toilettage comportemental. Okay, ça, c'est cool. C'est comme de l'agilité. Les maternelles. Mais c'est des oui. Ah, ça, c'est vraiment cool. Puis effectivement, c'est quelque chose qui vaut à être connu et bien popularisé. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. C'est pas que toiletter. Toiletter, en fait, c'est des soins d'hygiène. C'est entrer dans la bulle, c'est le toucher bienveillant, c'est être capable, si jamais à un moment donné on a besoin, par exemple le chien, bon, il y a quelque chose de pris dans la patte, c'est d'être capable de toucher au chien pour être capable de regarder sa patte arrière, par exemple, qu'il le fasse de façon volontaire. Ça a des répercussions aussi au niveau du vétérinaire, des soins vétérinaires. Oui. Ouais. Puis, tantôt, tu parlais de ton chat, justement, qui était blessé, que tu devais intervenir d'urgence. Je donne des formations en premier secours pour animaux où je présente des situations d'urgence, où est-ce que l'animal est dans détresse, il y a mal, des choses comme ça, où on doit intervenir auprès d'un animal en détresse pour son bien-être, au final. Mais effectivement, l'animal, il ne sait pas qu'on intervient auprès de lui pour son bien-être. J'ai également été fait des formations en sauvetage, j'ai été sauveteur, et les personnes qu'on sauve dans l'eau qui sont en train de se noyer, quand quelqu'un arrive puis la personne est en détresse, elle ne sait pas que tu arrives pour le sauver, tu es sa bouée et elle te coule comme ça. Alors, on apprend une technique pour assommer la personne et se déprendre de la personne pour la sauver ensuite. Mais c'est au point où... On fait pas ça avec les animaux. Non, c'est ça, effectivement. Ça, je vous rassure, on le fait pas avec l'animal. C'est bon. Mais là, on parle d'état d'urgence, de détresse, où est-ce que l'animal est dans une souffrance immédiate, qui est dans une urgence immédiate, et si on ne subvient pas à son besoin immédiat, et son bien-être va en subir les conséquences. Alors là, oui, on peut contraindre un petit peu plus. Pas assommer nécessairement, je ne veux pas m'approcher du chien à ce niveau-là, mais oui, je peux aller jusqu'à contraindre davantage et forcer davantage l'animal pour assurer sa sécurité immédiate. Pour une urgence. Pour une urgence. En dehors d'un contexte d'urgence, c'est là qui est l'affaire. Hein? Est-ce que j'ai le temps de travailler avec l'animal?
est-ce que on peut justement utiliser les techniques d'intervention pour s'assurer que l'animal se sente bien à chaque étape là-dessus? Ben, en fait, j'aurais envie de te répondre. Il y a eu, à un moment donné, un boxeur de 9 ans qui est arrivé avec les griffes qui tournaient. On voit ça chez les petits chiens, les gros chiens. Des fois, ils ont les griffes longues, ils viennent croches. Mais tourner, là, c'est la première fois que je voyais ça. La dame est arrivée, puis elle considérait que c'était une urgence. Puis elle me dit, Yannick, c'est le vétérinaire qui me réfère. Regarde mon chien, il souffre. Il faut que tu y coupes les griffes aujourd'hui. Fait que moi, j'ai répondu... Mais hier, c'était pas une urgence, c'est ça? Oui, ben, j'ai répondu bonne nouvelle avec ce que tu me racontes, parce que là, on parle d'un boxeur. Pourquoi elle venait me voir? C'est parce que plus personne ne voulait le faire. Toiletteur, vétérinaire, c'était rendu médication, contention muselière, puis c'était difficile. Que là, c'était... Bon, il me l'envoyait. Fait que moi, j'étais persuadé que je pouvais pas la première fois. Donc, c'est ce que j'ai répondu. Bonne nouvelle, probablement, je couperai pas les griffes parce que je vais respecter ses limites. Mais par contre, oui, il faut que ça se fasse rapidement parce qu'il est en douleur. Donc, on va se voir aux 2 jours, si tu veux. On va se voir plus rapprochés. Puis, il va être capable de survivre parce que, sais-tu quoi? C'est pas apparu la nuit dernière, pouf, les griffes qui ont poussé tout d'un coup. Fait qu'il est déjà, oui, il est en douleur, il est capable de vivre avec ça. Ça fait plusieurs mois qu'il est arrangé comme ça, le chien. Donc, si on étire ça de 1 semaine, 2 semaines, il va survivre. C'est pas justifié de le faire monter en émotion. Les gens réalisent pas le niveau d'émotion que les chiens montent quand ils sont contentionnés, qu'ils sont en pratique. Les gens pensent que les animaux font du cinéma et que c'est des princesses et qui hurlent à outrance comme ça pour rien. Mais en fait, une peur fictive pour l'individu qui va le vivre va être aussi grande qu'une vraie peur. On en a tous des peurs fictives. C'est facile à comprendre. Quelqu'un qui a peur de l'avion, si j'y amène des statistiques comme quoi que l'avion est plus sécuritaire, ce qui est vrai, je suis pilote, donc à ce moment-là, la personne ne va pas tout d'un coup faire « Ah, j'ai plus peur de l'avion », puis sa peur va rester là pareil. Mm-hmm. Elle va peut-être dire « OK, ça me rassure », mais quand elle va être dans l'avion, elle va faire « Oh non, ça va-tu ». Donc, c'est au-delà de la logique, c'est au-delà du gros bon sens, c'est une émotion. Ça prend le dessus sur tout. Donc, le chien qui se débat comme un fou qui veut mordre, puis tout ça, ça nous fait juste miroiter la grandeur de l'émotion qu'il peut vivre, en fait. Puis pour lui, il la vit comme s'il était proche de mourir. Donc, c'est pas banal. C'est vraiment pas banal, mais faut vraiment prendre un recul, observer ça, puis arrêter de continuer juste de dire, on a tout le temps fait ça comme ça. C'est comme l'histoire des bouts de jambon, ça. La petite fille qui demande à sa mère les bouts de jambon. Pourquoi, maman, tu coupes les bouts de jambon quand tu le fais cuire? C'est parce que ma mère m'a montré à faire à manger, puis elle a tout le temps fait ça. Puis la mère demande à sa petite fille, tu l'aimes-tu mon jambon? Elle dit, oui, oui. Elle dit, c'est ça. Elle dit, je coupe les bouts de jambon. Demandera à ta grand-mère plutôt. Elle demande à sa grand-mère, grand-maman, pourquoi tu coupes les bouts de jambon? Elle répond, ma petite fille, moi, quand j'étais petite, ma mère était cuisinière, elle m'a montré à faire à manger, puis elle faisait les meilleurs jambons aux ananas, et je l'ai tout le temps vu couper ses bouts, puis mon jambon, il est excellent, maintenant, je le fais pareil, puis il est bon, mais tu devrais lui demander, parce que mamie est encore là. Fait que là, à un moment donné, la jeune fille voit son arrière-grand-mère, puis lui demande... Mamie, pourquoi vous coupiez les 2 bouts du jambon quand vous le faisiez cuire? Puis elle y répond, c'est parce que mon chaudron était trop petit. Mais on est gros là-dedans. On est gros là-dedans. Ça a tout le temps été fait comme ça. Le cerveau humain, c'est plus facile de suivre une recommandation que de remettre en question ou de se poser des questions, en fait. Il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec un dresseur durant un événement canin où est-ce que, il y avait son kiosque, il présentait ses choses, et j'ai toujours été du genre un petit peu à, des fois, confronter un petit peu. Je regardais, j'observais un petit peu qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait. Et c'est venu on a commencé à discuter. Et il était tout le long avec son Akita à côté de lui. Il y avait de plus en plus de monde qui s'accumulait autour de nous, là, plus qu'on discutait.
il s'est rapidement rendu compte que j'étais intervenant et tout ça. Et là, on a discuté un petit peu plus. Et justement, j'utilisais des techniques de dressage, choker, tout ça. Et tout le long, dès que le chien bougeait, faisait un petit quelque chose, il y avait toujours le petit coup comme ça qui revenait pour que le chien reste en place. Puis à un moment donné, assis plus fort, puis le chien s'assoit. Puis j'ai juste décidé, hey, excusez-moi, me permettez-vous d'essayer de demander, est-ce que vous êtes capable de demander à votre chien de s'asseoir sans avoir à utiliser le collier comme ça? Que j'ai demandé ça comme ça. Il devait y avoir une troupe de quarantaine de personnes autour qui regardaient notre discussion depuis un bout. Il essaye, ça marche pas. Et je lui demande, me permettez-vous d'essayer avec votre chien? Comme ça. Alors, je lui demande, j'avais pas de gâterie sur moi, rien. J'ai présenté mes doigts au chien, j'entraîne le touch avec tous les chiens, je tripe sur ce petit entraînement-là. J'ai juste présenté mes doigts, j'ai été le fun un peu en jouer, 2-3 fois, puis, oups, assis, le chien, pouf, assoit. De même. Je suis comme, ça marche. Il est capable, il sait comment s'asseoir. Si vous voulez que ça soit, pourquoi vous ne le faites pas comme ça? C'est désirable de le faire avec le choke, pourquoi vous ne le faites pas comme ça? Et ce qu'il m'a répondu, c'est que ça fait 30 ans qu'il fait ça comme ça et qu'il ne va pas changer ça de même. Alors justement, ça faisait des années qu'il faisait ça d'une certaine façon et ça revient beaucoup justement à la dissonance cognitive de si on se fait dire que pendant 30 ans, tu as mal fait ça, et il était bien intentionné, il voulait bien faire. Il a à cœur le bien-être des animaux, il est là pour parler de sa passion des animaux en montrant que la bonne façon de faire, c'est ça, c'est en choquant le chien, tout ça, et c'est ça qui vient au bien-être de l'animal. Pendant 30 ans, il croit ça dur comme fer, il présente ça à tout le monde. Se faire dire que pendant 30 ans, il a davantage nui aux animaux que l'inverse, on ne veut pas se faire dire ça. Non, et le blocage que ça crée est énorme là-dessus. Alors, d'avoir une ouverture là-dessus est très, très, très difficile. Oui. Parce que tu parles de distorsion cognitive, il y a les biais cognitifs aussi. Puis, je veux dire, lui, puis je parle en connaissance de cause parce que j'ai été l'autre côté de la médaille. Lui doit se rattacher, malgré qu'il voit ça, aux trucs qui ont fonctionné avec sa méthode. Voilà. Fait que ce qu'il garde, puis il fait comme peut-être qu'il veut juste voir ça comme une exception. Et, de façon plate, j'ai vu des dizaines de ces chiens en refuge et en consultation par la suite qui avaient développé des graves problèmes d'agressivité suite à des entraînements qu'ils faisaient. Alors, on a les preuves que non, malheureusement, ça n'a pas aidé au bien-être animal, ça a nui et ça a mené à des abandons de chiens comme ça. Alors, les techniques d'intervention, c'est pas banal. Que ce soit en toilettage, dans le cas du boxeur que tu parlais, si on l'avait forcé à se faire couper les griffes tout de suite, pourquoi il y avait les griffes aussi longues que ça à la base? Fort probablement parce que c'était difficile de lui couper. Oui. Puis on attendait, puis on lui coupait pas. C'est ça. Si on prend le temps d'attendre et de bien lui faire, ça peut-tu faire en sorte qu'on lui fasse plus régulièrement? Ben écoute, c'est une conversation qu'on a avec l'animal. Fait que dès le départ, si je commence à vouloir couper les griffes, puis que l'animal me dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Parce que c'est de l'inconnu, puis que je fais « Non, tu restes là », puis qu'il fait « Non, ça me tente pas », puis que je l'oblige, puis je me dépêche, puis après je le lâche quand les griffes sont coupées. Moi, dans ma tête, les griffes sont coupées, le chien, il sait pas. Voilà. Il a juste eu peur, il s'est débattu, puis j'ai fini par le lâcher, puis il s'est sauvé. Puis il fait « Qu'est-ce qu'il prend, lui, aujourd'hui? Ça va pas bien. » Il avait la petite pince dans les mains. Ça prend pas 20 fois qu'il voit la petite pince puis qu'il fait « Non, quand t'as ça, t'es de mauvaise humeur, je veux plus venir te voir. » C'est une conversation qu'on a avec le chien que les propriétaires de chiens, souvent, ne connaissent pas nécessairement. Puis il y a un gros manque d'informations, je trouve, quand on fait l'acquisition d'un animal de compagnie. C'est comme si moi, du jour au lendemain, je vais me chercher une tortue dans un
pas un bocal, là, mais un aquarium, là, un vivarium, je me rappelle pas. Je connais pas les tortues, donc je sais pas comment ça s'appelle. Moi non plus, alors il n'y a pas de Dans une cage en terrarium. vitre. Ben, si j'y vais du jour au lendemain, je sais pas ce que ça mange, je sais pas la fréquence, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'elle a besoin comme chaleur, qu'est-ce qu'elle a besoin comme soins, comme toilettage. Peut-être qu'il faut gratter les coquilles à tous les 2 mois. Si j'achète la tortue puis je connais pas ça, elle risque d'être maltraitée. Puis pas parce que j'ai une mauvaise volonté, je l'aime, ma tortue, peut-être. Donc, on laisse aller des êtres vivants aux gens sans qu'ils aient les connaissances. Fait que il y a des choses qui sont à revoir. C'est pas parce que ça a tout le temps été fait comme ça que c'est nécessairement la bonne façon. On fait juste prendre les éleveurs de chiens. Moi, je trouve ça un petit peu atroce de dire le chiot rendu à 2 mois. Premièrement, la mère à 2 mois, elle a encore de l'enseignement à faire à son chiot. Et je comprends qu'il arrive dans le début de sa période de socialisation. Donc, il faut qu'il voit aussi, il faut qu'il sorte. Mais à 2 mois, du jour au lendemain, on l'arrache de ses frères, ses sœurs, sa mère, peut-être son père, toutes ces aides d'attachement pour l'envoyer pour un mariage forcé chez des étrangers qui sont d'une autre espèce, qui communiquent différemment, qui ont des attentes en plus, parce qu'ils ont déjà eu un chien, puis il est mort à 13 ans, puis lui il était propre, puis il faisait ça, puis c'est gros, là. On pourrait avoir juste une transition comme, mettons, de 2 à 3 mois, appel à tous les éleveurs, si ça vous tente d'essayer ça, de 2 à 3 mois, de dire, OK, l'éleveur garde le chiot, mais le nouveau propriétaire vient le chercher, disons, 2 fois par semaine. Il l'emmène dans son environnement. Donc, il y a le côté socialisation qui va être développé quand même. L'approche va se faire plus progressive. Le chiot va apprendre à connaître le nouveau propriétaire. Qui sait? À coup que ça fonctionne vraiment pas entre les deux, ben peut-être qu'ils vont s'en rendre compte avant de l'avoir, puis d'être pris avec, puis de le toffer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, puis qu'ils se ramassent dans le refuge. Il y a gros des choses qui seraient à reconsidérer, en fait. Pour le bien-être animal, ouais. Puis, tantôt, tu parlais aussi du renforcement positif, tout ça, versus les autres techniques. Je trouve ça drôle parce que le renforcement positif, j'essaie de en parler le moins possible de mon côté. Parce que, effectivement, quand on a commencé avec les animaux sauvages, davantage dans les zoos, tout ça, là, oui, le renforcement positif, c'était une technique parce que c'est juste ça qu'on a à utiliser. Ouais. Rien d'autre parce que on n'a pas de modification émotionnelle tant que ça, c'est juste sur base volontaire de l'entraînement comme ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup cette distinction-là entre le renforcement positif, le dressage, et là, il y a une tendance à essayer d'avoir le juste milieu avec le balance training. Ouais. Ça. En tant que tel, je dois avouer que je déteste Je comprends. le terme renforcement positif et parler de renforcement positif. Par contre, il y a l'aspect, quand on le présente comme étant juste une façon de penser, OK, ça passe, mais le renforcement positif en tant que tel, simplement l'ajout d'un stimulus pour augmenter un comportement, rien d'autre que ça. Ouais. Et c'est au point où je trouve ça dénigrant de me faire dire que je travaille en renforcement positif ou de parler de travail en renforcement positif parce que ça se limite tellement pas à ça. On fait tellement plus que ça. Et ça m'arrive des fois en intervention pour des cas de réactivité ou des choses comme ça. La réactivité, ça se travaille pas en renforcement positif. Et les personnes me le disent des fois, j'ai vu quelqu'un en renforcement positif, ça n'a pas marché. Puis j'ai besoin de rassurer la personne pour lui dire, c'est correct, je ne travaillerai pas en renforcement positif, du moins pas au départ, comme ça. Et là, j'arrive avec la personne, puis je sors des gâteries, ou je sors un jouet, ou je sors quelque chose de le fun pour le chien, puis mais là, je pensais que c'était pas du renforcement positif. Là, j'explique, non, c'est pas du renforcement positif. Je suis en train de faire de la désensibilisation systématique et du conditionnement répondant vers opérant, de renforcement différentiel de comportement incompatible. Voilà. C'est pas juste. Est-ce que c'est juste... Non, c'est tout ça. Ouais. Alors, c'est
beaucoup de concepts et de choses qu'on doit apprendre, qu'on doit maîtriser, non pas juste pour entraîner un animal, ça consiste pas juste à donner des Non. bonbons comme ça. C'est ça. Tu l'as parlé que c'est pas juste de tout permettre et c'est tout. Il faut, oui, l'animal vit dans notre société, dans notre monde. Il y a des contraintes qu'il va devoir y avoir nécessairement. Est-ce qu'on doit réprimander l'animal lorsqu'il y a des comportements qui vont à l'encontre des contraintes qu'on lui impose? Pourquoi nous créons des exigences? Parce que généralement, les comportements qu'on veut arrêter, c'est parce que c'est nos exigences à nous. Ouais. Alors, on crée des exigences, on s'attend à ce que l'animal réponde à ces exigences-là, et on le réprimande s'il ne répond pas à ces exigences-là. C'est souvent des comportements naturels. C'est ça. Et c'est souvent des comportements, quand c'est pas juste des exigences, mais quand c'est des comportements de réactivité ou d'agressivité, l'animal fait ça. Pourquoi? C'est émotif. C'est émotif. Ouais. Si l'animal, un chien qui grogne, pourquoi un chien me grognerait après? Il y a besoin de distance, il y a besoin de... Ou, bon, ça dépend du contexte. Ça peut être du jeu, ça peut être... Oui, bien, mis à part le contexte de jeu, mais avec ce que tu parles là, c'est ça. Il y a besoin de distance. Il se sent pas bien, il se sent mal. Et pourtant, la majorité de la population, lorsqu'on leur pose la question, lorsqu'ils voient un chien grogner, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le réprimander parce qu'ils veulent pas qu'il soit agressif. Voilà. Mais en fait, ils communiquent. C'est ça. Et c'est une des choses principales. Ils veulent, encore une fois, en songeant au bien-être animal, grogner, c'est un mauvais comportement. Un chien qui ne grogne pas, c'est un bon comportement de ne pas grogner. Si c'est un comportement de ne pas grogner. Mais, non, c'est pas un comportement non plus, mais ils vont considérer que l'animal est bien parce qu'il ne produit pas les comportements Exactement. tels que grogner, japper, des choses comme ça. Il s'en vient jusqu'à l'utilisation d'outils qui inhibent les comportements d'expression du chien. Puis encore là, c'est une malcompréhension. Puis je reviens à mon idée de communication. Le chien, il exprime qu'il n'est pas à l'aise en grognant. S'il grogne après un autre chien, disons, qui passe dans la rue ou quoi que ce soit, qui se fait réprimander, collier électrique, choker ou de quoi de même, il va arrêter, puis peut-être rapidement, de grogner. Puis là, on a l'impression que tout va bien, puis tout ça. C'est comme si j'ai une maison qui est en train de tomber, qui est toute pourrite, puis que je mets du clabard neuf par-dessus. Bien, ça va paraître beau sur le coup, mais il y a des problèmes qui s'en viennent. En fait, le chien, ça additionne les stress. Il vit déjà un stress, puis j'y en mets un par-dessus. Il sera jamais bien dans cette situation-là. Puis ça l'emmène à pas dire un mot, et à un moment donné, c'est qu'il va aller à un avertissement plus sévère, puis malheureusement, les gens font « on l'a pas vu venir ». Comment qu'ils disent ça aussi, ce qu'on entend souvent, là, il n'a pas donné d'avertissement. Ça n'existe pas un chien qui ne donne pas d'avertissement parce que quand il commence à être en malaise, quand il commence à être stressé, il y a des avertissements physiologiques qu'il ne peut pas contrôler. Fait que c'est au-delà du grognage. Et si c'est rendu au grognage, c'est parce qu'il y a bien d'autres choses avant qu'on n'a pas vues. Puis que, fait encore là, c'est une question d'éducation. Puis les gens ont besoin de plus d'informations pour mieux comprendre, pour avoir cette discussion avec l'animal, de dire, OK, ça, t'es pas confortable, on va faire des exercices pour que tu sois confortable. Ou je pensais t'emmener en bateau, mais je me rends compte que tu as le mal de mer, ou ça se peut, hein, ou que tu as vraiment une peur horrible de ça. Ben, je t'emmènerai plus. J'aurais aimé ça t'emmener, mais tu sais, c'est un choix qui est difficile à faire, mais les gens souvent veulent s'approprier juste les côtés de bonheur, puis ils vont faire, ben non, il va s'habituer, puis et là, ils tombent dans le déni. Tu en as parlé un petit peu tantôt, là, on veut pas voir, puis tout ça, là, puis c'est facile de tomber dans le déni, puis de se faire à croire que, comme dans le temps que je travaillais en intimidation, en fait, là, on se rattache avec, puis ça fait toute partie de notre cerveau, puis c'est notre ego qui fait faire ça. On se rattache à des choses qui
qui vont justifier de faire ça, en fait, malheureusement. Oui. Mais si on veut justifier les dresseurs le savent que ça fait peur, ça fait mal, c'est désagréable. Ça, je pense que c'est le minimum, c'est de savoir que oui, il y a un inconfort, il y a une douleur qui est causée par les techniques utilisées. Mais ensuite, il y a cette justificatif-là, cette justification-là de j'utilise ça pour le bien-être de l'animal, pour bien faire. Si je le choque pas, il va m'arracher le bras, il va partir avec la personne, il va aller attaquer l'autre chien. S'il ne reçoit pas les chocs électriques, il n'y a pas la liberté de courir. Ça vient beaucoup, ça, pour le collier électrique ou électrostatique, peu importe l'appellation. Les personnes défendent beaucoup la liberté du chien. On va lui mettre un collier électrostatique pour lui offrir la liberté. Comme ça, je peux le laisser lousse, pas de laisse. Comme ça. C'est un petit peu comme si je vous fais vous promener dans un labyrinthe avec justement un collier électrostatique, puis à chaque fois que vous prenez le mauvais chemin, je vous base. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? On bougera plus ben gros, hein? On va rester dans une petite zone, puis... C'est ça. Si c'est ça la liberté, hein? C'est ça. Il y a la peur. C'est une liberté contrainte par la peur de qu'est-ce qui peut se produire si je fais autre chose. Alors, est-ce que l'animal est réellement bien dans cette liberté-là ou il est dans une cage de peur? Oui, c'est une cage virtuelle. C'est ça. À cause des attentes, à cause des attentes des humains. Les humains ont des grandes attentes, puis on est habitué d'avoir vite avec l'électronique. Tu cliques, puis ça arrive pas tout de suite. Tu fais, voyons, c'est bien long, tu recliques. Ça n'a pas pris 2-3 secondes, puis on trouve ça long. On est avec un animal, on est avec un être vivant. Puis ça, il faut tenir compte de ça, qu'on va pas jouer à Dieu non plus. On va pas transformer l'animal. Ça se peut qu'il reste avec un côté plus craintif. Ça se peut qu'il reste avec, certaines affaires, puis il faut accepter aussi, jusqu'à un certain point, oui, il y a beaucoup de choses qui s'éduquent. Oui, on peut partir un chiot et apprendre à vivre avec des humains, parce que c'est ça, l'éducation canine. C'est d'apprendre aux chiens à être confortables avec les humains, puis à le préparer à tout ce qu'il va avoir à affronter dans sa vie, si on pourrait dire, là. Autant se promener en auto. Pourquoi on n'apprend pas aux chiens de se promener en auto? On les met dans l'auto, puis on part. Mais l'auto pour le chien, là, lui, il ne sait pas que c'est un auto. Là, on est dans une pièce ici, là. Si ça se met à bouger, là, tu me crois-tu qu'on va pas continuer à jaser comme si de rien n'était? On va se lever debout, puis on va faire qu'est-ce qui se passe, puis on filera pas bien. Le chien, il vit ça. Il rentre dans le petit cabanon, lui, puis à un moment donné, ça fait du bruit, puis ça se met à bouger. Ils peuvent bien avoir peur, mais on se pose pas la question. On fait, je comprends pas, pourtant... il ne devrait pas avoir peur. C'est la première fois qu'il venait en auto. Puis, fait qu'il faudrait peut-être se poser plus de questions, observer plus, apprendre, avoir plus de connaissances au niveau du langage aussi pour savoir comment s'ajuster et de partir avec le principe de on va avoir tout à y apprendre. Comme un bébé qui vient au monde. Il y a tout à apprendre. Le chien aussi, il faut y montrer les choses. On les montre, toutes les choses au bébé. On va y montrer à brosser ses dents, on va y montrer à faire son lit. On va tout y montrer. On va pas le mettre devant sa brosse à dents, puis s'il se brosse pas les dents, il donne une claque. Non. Il y a un bébé qui pleure ou qui hurle parce qu'il a faim ou qu'il a soif. On va-tu le choquer? On va-tu le choquer? Et j'aime un peu la comparaison avec les enfants parce que ça arrive souvent, cette comparaison-là. Souvent même comme une reproche de vous traitez les animaux comme des enfants. Honnêtement, jusqu'à 3 ans, oui. Et je dois vous avouer que les enfants que je traite comme des chiens jusqu'à 3 ans, généralement, sont bien contents. Parce que ce qui distingue beaucoup l'animal de l'humain, c'est la notion de moralité. La notion de bien et de mal, de tout ça, de règlement. Les animaux n'ont pas cette notion-là de moralité, de bien, de mal, de règlement. Elle se développe justement à partir de l'âge de 3 ans. Et encore là, c'est pas acquis, mais ça commence à se développer là. Avant 3 ans, un enfant s'éduque comme un chien. Même affaire, et ça va super bien. Et je vais faire attention quand je dis ça, là, c'est vraiment de... Quand je dis éduquer un enfant comme un chien,
je parle de bien éduquer les chiens aussi. Là. Alors, Ouais. je parle pas de choker. Non, Puis, avis aux parents, faut pas prendre tout au pied de la lettre. Là. non aussi. Il Mais faut je vais vous savoir avouer faire que la j'ai fait un petit distinction. peu d'entraînement au clicker avec des bébés, puis ils sont Oui, mais et ils ont du fun. Le par tag connaissance team. de cause, il y a des parents qui vont écouter ça puis qui vont faire, ben voyons, Ouais, ils vont faut faire écouter puis attention. tout ça, là, fait qu'il faut pas prendre ça Mais- au premier degré non Non, plus, c'est mais je comprends très bien ce que tu dis, puis juste pour Oui. renchérir, on a suivi une formation avec Alexia, ben pas avec Alexia, Ouais, c'était ensemble. pour Alexia, elle devait avoir à peu près 6 ans, c'était parent guide, parent complice, les parallèles qu'il y a là. C'est La incroyable. constance, C'est- détecteur de bon comportement, c'était tout. Écoute, Ouais. c'était vraiment. Fait que tu dis jusqu'à 3 ans, moi je te dirais, on peut se rendre Ben, ado. encore Et encore plus, là, il y a des effectivement. choses qui peuvent être En fait, applicables. La mécanique d'apprentissage est la même pour toute Ouais, espèce toute vivante. espèce vivante, ouais. Je parle simplement au niveau du développement de la morale. Jusqu'à un Ouais. certain âge, bon, l'humain n'a pas cette notion-là de morale et ne va pas produire des comportements basés sur la morale, justement. Ouais. L'animal est amoral. Il ne base aucun comportement sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Il va produire des comportements en fonction de est-ce que c'est agréable pour lui ou est-ce que ça lui évite un désagrément. Comme ça. Alors, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir comment l'animal apprend et traiter un animal comme un enfant, ça ne se fait pas en tant que tel parce que l'enfant, jusqu'à un certain âge, doit développer des concepts moraux. Et oui, il va y avoir des conséquences à ses actions. S'il fait une mauvaise action, il va devoir comprendre qu'il y a des conséquences à ses actions, que oui, il y a des punitions à certaines choses, parce que dans la société dans laquelle on vit, il y a des conséquences, il y a des punitions. On peut pas, quelqu'un qui commet un crime, on peut pas l'ignorer Ouais. comme ça et le payer s'il commet pas de crime. Exact. Comme ça. Alors qu'un animal n'a pas la notion de commettre quelque chose de mal. Ouais. Il n'y a pas la notion de commettre des erreurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas corriger. Je ne pourrais pas rentrer dans toutes les notions, mais juste la notion de correction. On ne peut pas corriger un animal parce qu'on ne peut pas corriger l'absence d'erreur et l'animal ne produit pas d'erreur. Alors, toutes les notions de correction ne s'appliquent pas à l'animal. Quand les personnes parlent de corriger un chien, c'est une réprimande. La notion de réprimande peut se conceptualiser, la réprimande étant une punition positive, l'ajout d'un stimulus désagréable pour diminuer un comportement. Mais les notions qui réfèrent à des codes moraux, les animaux n'ont pas de codes moraux et on ne peut pas intervenir auprès d'eux en se basant sur ces codes-là moraux. Et donc, intervenir avec les animaux de la même façon qu'on intervient avec un enfant à bas de 3 ans, c'est la même affaire. Mais non, on ne fera pas des chiens rois ou des chats rois parce que l'animal va constamment dépendre de nous. Ouais. Le but, c'est pas de développer son autonomie. Merci. Ouais. Son autonomie. L'enfant, on veut qu'il développe son autonomie. L'animal ne développera jamais une autonomie complète. On le prend en Il va charge. toujours dépendre de nous. Ouais. Comme ça. Puis parallèle, là, j'aime beaucoup que tu ailles dans cette zone-là parce que oui, c'est souvent un sujet d'actualité. Puis le parallèle, là, c'est, moi, je trouve les deux, enfants, chiens, faut qu'ils apprennent à vivre avec ce qu'ils vont avoir à vivre. Je parlais de l'auto, la voiture tantôt, puis tout ça. Faut qu'ils apprennent cette réalité-là. Donc, l'enfant, faut qu'il apprenne des frustrations, faut qu'il apprenne à s'ennuyer, faut qu'il apprenne qu'il y a des limites, puis que peut-être qu'il va avoir une certaine réprimande, sans traumatiser l'enfant, puis tout ça, là, qu'il ne peut pas tout avoir. Fait que ça fait partie de son développement et de son futur bien-être. Il y a des parents qui achètent le bien-être en bas âge, mais après, l'enfant paye pour. Le chien, on doit l'habituer aussi, on doit l'entraîner à ce qu'il va avoir on parlait de l'auto, tout ça, il va vivre des stress, des trucs comme ça. Mais vu qu'on le prend complètement en charge, on n'a pas besoin de l'intimider. On n'a pas besoin de... Ça, c'est une des grosses différences avec l'enfant, c'est que le chien, il n'aura pas à aller travailler, il n'aura pas à se trouver un appartement, il n'aura pas à vivre tout seul de lui-même. On va tout faire pour lui jusqu'à sa mort. Donc, c'est différent par rapport à ça de l'enfant.
c'est nous qui sommes responsables de Est-ce que ces je actions. t'accroche? Je Non? me suis grattée. Je pensais que tu voulais rajouter Non, quelque non, chose. non, je me suis grattée. Parfait. Mais c'est vraiment ça. Et c'est pour ça l'aspect enfant-roi, beaucoup, qui revient beaucoup, c'est pour ça qu'on ne le développera pas avec les animaux. Favoriser le bien-être de l'animal, ce n'est pas de tout permettre Non. à l'animal. Puis il y a souvent cette Effectivement, confusion-là de... oui. C'est pour ça que, si j'en reviens au renforcement positif, la vision que beaucoup ont du renforcement positif, c'est juste Tout est permis. on renforce les bons comportements, tout est permis, on ignore les mauvais comportements. Et oui, c'est pas ça du tout. Ignorer un comportement, ça peut faire partie d'une boîte d'outils, un dernier outil à utiliser lorsqu'on a tous utilisé les choses. Et c'est pas en dernier recours, c'est juste parce que dans ce type de contexte-là spécifique, ignorer le comportement va être efficace. Ouais, En dehors de ce contexte-là, exact. on parle pas d'ignorer, on parle de faire plein d'autres choses. Ouais. Mais Ouais. ignorer un comportement, ça revient tout le temps quand les personnes disent ouais, ça, vous faites juste renforcer puis ignorer les autres. Honnêtement, je déteste ignorer un va au-delà comportement. de ça. Et ça, j'essaie de trouver des exemples d'ignorage de comportement que j'ai eu à mettre en place. Et j'en ai quelques-uns pour des chats simplement, pour des miaulements de demande d'attention strictement. En dehors d'un cas de miaulement de demande d'attention chez les chats, où est-ce que j'ai quand même mis en place des techniques pour que le chat ait une stimulation maximale, demande de l'attention de d'autres façons par l'entremise de jouets, de boutons de communication, des choses comme ça. Là, on va peut-être pas ignorer les miaulements résiduels. Alors, ceux qui pensent que quand on travaille pour le bien-être de l'animal, on fait juste donner des bonbons, ignorer tout, c'est pas ça. Pas en tout. Exactement. Pas ça. Puis je rajouterais quelque chose sur ça titille le renforcement positif. Moi, ma raison pourquoi que ça me titille le renforcement positif, parce que j'adhère à ça, c'est que un éducateur ou un dresseur peut travailler au choker puis donner des récompenses. Et en donnant des récompenses, renforcement positif, tu l'as mentionné tantôt, ça veut dire augmenter un comportement en ajoutant quelque chose de plaisant. Ben, il en fait. C'est ça. C'est là qu'on rentre dans le balance training. Il choke en même temps, tu sais. Fait que c'est encore plus anxiogène quand il y a les deux. C'est encore plus anxiogène parce que le chien, il sait pas ça va être quoi, ça va-tu être OK ou pas. Puis... Ben c'est ça. Puis c'est la grosse mode là aujourd'hui du balance training, justement, d'avoir un équilibre entre les deux méthodes. Ça m'a toujours impressionné un peu. Un équilibre entre deux méthodes. Le renforcement positif, c'est justement pas une méthode. C'est l'ajout d'un stimulus pour augmenter un comportement, c'est pas une méthode. Les techniques de dressage, c'est pas une méthode valide et efficace non plus. Pourquoi faire un juste milieu entre quelque chose qui n'est pas efficace, qui est néfaste pour l'animal, et quelque chose qui ça n'existe pas, c'est juste pour présenter un concept, mais le renforcement positif en soi n'est pas l'intervention en soi. Mm-hmm. Alors, il n'y a aucun milieu à avoir entre deux choses qui ne marchent pas tout simplement. Là-dessus, je ne peux pas créer un équilibre en comportement. Un peu dans le même principe en psychologie humaine. Je ne vais pas créer un équilibre entre de temps en temps, je vais te donner une baffe, de temps en temps, je vais te donner de l'argent. Alors, le stress de la baffe va rester toujours là. C'est ça. Et un équilibre entre quoi? C'est vraiment ça la question que je me demande dans le balance training. C'est de temps en temps, on va donner des bonbons. De temps en temps, on va choquer. Puis ça va dépendre de si je suis assez bon pour un ou l'autre. Et c'est souvent, de façon plate, c'est souvent ça que j'ai vu, ça prend beaucoup de compétences et de connaissances pour bien intervenir auprès des animaux. On en avait parlé par rapport au toilettage. Le nombre de choses à comprendre, tout à fait, à savoir pour faire un bon toilettage comportemental, c'est énorme. Oui. C'est beaucoup plus facile, effectivement, de maintenir le chien comme ça, de mettre la muselière quand on réussit à y mettre, puis après ça, de le tailler. Ouais. Entre travailler justement un cas de réactivité en désensibilisation systématique et conditionnement répondant vers opérant de renforcement antifascial et comportement incompatible, je peux juste choquer le chien quand il réagit, puis ça va marcher. Il y a une grosse différence d'implication puis de compétences. Ben, c'est ça. Ouais.
Et oui, Ça demande beaucoup ça d'observation. demande des compétences. Ouais. Et malheureusement, j'ai pas peur de le dire, ceux qui utilisent les techniques de dressage le font souvent par manque de compétences. Quand j'ai demandé au dresseur s'il était capable de demander à son chien de s'asseoir sans avoir à le choquer, il n'avait pas les compétences nécessaires pour le faire. Il l'a démontré là. Il avait besoin du choke pour le faire. J'aurais pu le faire avec le choke. J'ai été capable de le faire sans le choke et sans gâterie parce que je n'avais pas sur moi. Parce que j'ai appris, parce que j'ai essayé de développer, d'apprendre le maximum de connaissances nécessaires possibles. Et j'ai pas du tout fini d'apprendre. Il m'en reste encore beaucoup à apprendre. Mais c'est difficile d'avoir toutes les compétences, les connaissances nécessaires. Quand je parle de tout, je parle pas de l'ensemble, mais je parle le minimum nécessaire pour bien intervenir. Juste ce minimum-là est difficile à atteindre. Et à mettre en application. Et à mettre en application. Parce que c'est comme si je te demande de jouer du drum, toi, demain matin, puis mettons que tu n'as pas appris à jouer du drum, puis d'avoir de la coordination. Quand on toilette, il faut penser à toiletter, être en position, ressentir au niveau digital des contractions musculaires, regarder, puis en même temps, on entraîne. Puis ça prend du timing, puis il faut être à l'écoute. Fait que, donc, oui, ça demande... La différence entre quelqu'un qui est un éducateur canin qui va désensibiliser un chien qui est réactif aux autos, quelque chose comme ça, il y a juste un trigger, un déclencheur à observer. Tandis qu'en toilettage comportemental, il faut que tu l'observes, ce déclencheur-là, il faut que tu le connaisses, il faut que tu apprennes à lire l'animal, mais au-delà de ça, il faut que tu rentres dans la bulle de l'animal, il faut que tu touches à l'animal, il faut que tu fasses des soins pendant que tu entraînes, puis tout ça, puis c'est tout un art. Beaucoup de durée aussi. Beaucoup de durée. Il faut que tu réussisses à la concentration du chien, donc à étirer cette concentration-là, puis de faire de la durée avec l'animal, puis garder sa motivation tout au long. On travaille avec les neurosciences aussi, Oui. le rythme, puis tout ça, puis c'est intéressant. La prosodie. Il y a beaucoup d'outils au-delà que donner une friandise. Puis, c'est un beau défi. Je trouve que c'est un beau défi. Quelqu'un qui s'est déjà toiletté, qui n'a pas à se concentrer sur comment toiletter, c'est un super beau défi. C'est une belle avenue, là. Ouais. C'est extraordinaire. Puis surtout, terminer ses journées avec une belle conscience, une conscience qu'on a apporté du plus. On a réussi à travailler en équipe avec un humain et son chien, ou des humains et le chien, c'est-à-dire travailler en équipe puis travailler justement à éduquer, faire de l'éducation, apporter des outils aussi pour la maison, puis dans le toilettage. Dans le toilettage comportemental, en fait, on demande aux clients de rester, ils apprennent à connaître le chien davantage. Oui, c'est intéressant. Puis on parle de bien-être, puis on fait le parallèle avec le toilettage. Puis tantôt, je disais, c'est l'animal qui serait le mieux placé pour nous répondre à ça. Ouais, on le voit. On le voit en TCAP. Les chiens rentrent, ils sautent sur la table, puis ils nous regardent, ils font « OK, commence, arrête de parler, puis on commence. » Tandis qu'on se fait dire en toilettage traditionnel, on parle de zone de stress, puis la zone de rouge. Puis c'est arrivé plusieurs fois qu'il y en a qui nous ont dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait quand ils arrivent dans le rouge? » Puis je demandais, il y a quel pourcentage de chiens à peu près? Puis on me répondait 90%. On nous répond ça souvent. Fait que les chiens, quand ils rentrent comme ça au toilettage, ou si ils nous le disent, là, c'est pas des caprices, c'est pas des... Ils ont d'autres choses à faire que d'avoir des caprices. Puis c'est vraiment émotif. Puis c'est... Le bien-être animal, c'est vraiment pas qu'est-ce qui nous arrange à nous autres, c'est qu'est-ce qu'on a en face de nous autres. Là. Comment l'animal répond à ça? C'est quoi ses signaux? Est-ce que je le connais bien? Moi, ma tortue, tantôt, je le connaissais pas du tout. Je vais faire n'importe quoi avec une tortue, je connais pas ça. Je n'en ai pas de tortue, je n'aurais pas non plus, mais si je voudrais en avoir, je prendrais connaissance d'eux. J'explore le côté apiculture, là, puis il y a tellement de choses à savoir, puis tout ça. J'aurais pas pu m'acheter une ruche puis dire que je vais produire du miel. J'ai plein de choses à apprendre. Je suis en train d'apprendre ça. C'est fascinant. Mais les gens qui font l'acquisition d'un chien,
faut prendre des informations avant si on veut vraiment que notre chien soit bien. Mais la culture encore là est que tu as une famille, tu es prêt à avoir un chien, tu vas... heureusement, il y a de moins en moins d'animaleries. Tu prends contact avec un éleveur où il y a des annonces classées un peu louches que viens me rejoindre dans le stationnement du centre d'achat à Saint-Jérôme, là. Quand ça a l'air d'une passe de drogue, il ne faut pas toucher à ça. C'est drôle. Effectivement. Mais toute cette information-là qui pourrait amener beaucoup plus de bien-être aux animaux. Ben, le bien-être, ma définition à moi, c'est ça, c'est d'arriver à aller voir le plus de sphères possible. Donc, aller étudier, approfondir, donc, l'espèce qui est devant nous, c'est quoi ses réels besoins? Ouais. Quels sont ses réels besoins? Répondre à ses besoins. Puis, indépendamment de nous, c'est quoi ses réels besoins là, en tant qu'espèce, en tant qu'être vivant? Donc, répondre à ses besoins de nutrition, d'enrichissement, la communication. Donc, développer la communication auprès de cette espèce-là. Donc, en tant que professionnel, ça fait partie. En TCAP, c'est ce qu'on développe avec les étudiants. Lorsqu'on utilise la nourriture ou des jeux, ou peu importe, mais si on utilise la nourriture, d'être en mesure de savoir si l'animal a des intolérances alimentaires, d'éduquer le client à savoir est-ce qu'il peut rajouter quelque chose dans l'alimentation pour essayer de faire une protection au niveau de l'estomac puis de l'intestin. Tu sais, le bien-être... L'environnement, est-ce que le chien a l'environnement adéquat? Exactement. Puis nous, ce qu'on veut, moi, la priorité pour un animal, c'est qu'il se sente en sécurité pour apprendre. Oui. Donc, autant les étudiants que l'animal, on veut créer un contexte où il va se sentir en sécurité. Donc, on met la table pour qu'il sache que s'il n'est pas bien, il a le droit de dire non, comme j'expliquais tantôt. Donc, c'est ça, mettre la table pour que l'animal sache que, OK, on s'entend, toi et moi, que tu m'expliques et tu me dis ce qui va pas, puis je vais être à l'écoute de toi. Mais c'est pas... Puis on avance tellement vite avec ça, ça prend pas des mois, là. L'animal, il veut produire des comportements, il a envie, il a le goût, il est motivé. Puis, une fois que c'est fait, ça va encore plus vite. C'est ça. Puis le bien-être animal, en fait, on le reproduit avec nos étudiants aussi. On est quand même à l'écoute. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi que ce soit, puis c'est la même chose. Marie disait tantôt, l'animal, s'il est en confiance, il est prêt à apprendre, puis tout ça. Les étudiants, c'est la même chose. Quand on donne de la formation, si quelqu'un est stressé, ça ne va pas, on va essayer de voir qu'est-ce qui arrive, si on peut faire de quoi, puis tout ça, pour le rendre plus apte à mieux apprendre. Puis le bien-être, en général, si la personne est bien avec elle-même, c'est sûr que quand elle va aller travailler, ça va avoir une répercussion sur le chien. Ça prend toutes les connaissances, ça prend les techniques, il faut être en mesure de lire le chien, avoir la conversation. Mais au-delà de ça, notre propre état de bien-être va jouer là-dedans aussi. Ça fait une super belle conclusion. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette discussion qui est vraiment très intéressante. C'est sûr que il y a tellement de choses qu'on peut parler avec tout ça. Ça me donne plein d'idées pour des futurs podcasts, justement. Tellement intéressant. Mais il y a tellement de choses importantes. Et je pense qu'on peut retenir, c'est que tout le monde tient au bien-être des animaux. On est capable, avec les connaissances d'aujourd'hui, d'évaluer l'état de bien-être d'un animal. Là, ce qui reste à faire, c'est d'aller chercher justement ces connaissances et ces compétences-là pour favoriser le bien-être des animaux de façon générale. Il existe des professionnels, des experts qui ne veulent que ça, partager ces connaissances-là. Et il faut avoir l'humilité nécessaire pour des fois se remettre en question et se dire, ça se peut que j'ai pas les bonnes techniques, ça se peut qu'il m'en reste à apprendre davantage. Peu importe le nombre d'années que je fais ça, j'en ai toujours à apprendre et je peux toujours faire mieux. C'est toujours un mouvement. C'est toujours un mouvement. Ouais. En tout cas, je ne repartirai pas un autre sujet, là, mais... ouais. Alors, merci beaucoup pour... merci à toi. Merci à toi. Puis, merci. Ces podcasts-là vont contribuer au bien-être animal aussi. Je l'espère. Oui. En tout cas, vraiment. Merci beaucoup. Merci et au revoir à tout le monde.